Alors, ce matin, je suis à m'affairer à réparer le Megatouch. Est-ce que vous en avez vraiment parlé? Je ne me rappelle pas si dans les capsules jusqu'à maintenant, j'avais parlé de mon Megatouch Ion 2010, que je suis, comment dire, dans un beau casse-tête parce que c'est pas mon type de machine à la base. Hein? Moi, je suis plus dans ces machines-là. Alors, j'ai eu quelques problèmes après quelques mois d'utilisation de cette machine où, entre autres, le disque dur a lâché une première fois. Et grâce à mon ami Marc et à récupérer les DVD d'installation d'origine par celui qui me l'avait vendu, on a réussi à réinstaller le logiciel. Ça y a donné un deuxième souffle, mais c'était de courte durée. Et le disque dur a flanché encore une fois. Et puis, mon ami Ben me dit, « Ben écoute, il existe un update, on peut mettre un disque dur SSD dedans, donc beaucoup plus stable, plus rapide, et plus de jeux. C'est la version 2014. » Et là, je me suis mis en comme mandat de upgrader la machine pour ce faire. Parce que, entre autres aussi, j'ai réalisé que le motherboard original avait vraiment beaucoup de condensateurs bombés un peu partout. Et comme la machine est ouverte 7 jours sur 7, presque 12 heures par jour, c'est pas une mauvaise chose de donner un deuxième souffle non plus côté motherboard. Alors, il y a un gars sur eBay, Eric, je ne me rappelle pas son nom exactement, au pire, je le mettrai dans la description, Megambit, quelque chose comme ça. Il est extraordinaire, il offre un support de feu. Il est vraiment extrêmement formidable en termes de service après-vente parce que là, j'étais à installer le nouveau motherboard, le nouveau disque dur, mais je me ramassais avec des connecteurs en trop et d'autres que j'avais juste aucune idée où ça allait, malgré le fait que j'avais pris énormément de photos au préalable pour être sûr de tout mettre à la bonne place. J'avais quand même plusieurs interrogations. Et il m'a aidé et je suis à faire, en fin de compte, les updates. Comme par exemple, j'avais un câble d'alimentation ici que je n'avais pas du tout capté que c'est ici qui venait se connecter. Après ça, j'avais un câble ici qui se connectait sur le motherboard là et qui était tout simplement flottant. Et il me dit que ça, c'est un câble pour alimenter un éventuel monnayeur qui fonctionne à billet, entre autres. Alors, j'en aurais pas besoin. Après ça, j'ai ce connecteur-là ici qui s'en allait sur le côté comme ça, qui était flottant. Et il me dit, ce câble à 3 pins, c'est un câble d'audio qui n'est plus d'actualité. Et puis, après ça, il y avait celui-là qui était connecté à peu près ici, ou quelque chose comme ça, là. Et que lui, c'était en fait compte un simple fil qui servait pour une feature Auto Restart 18. Semble-t-il. Sinon, je le fais en fait pour les personnes qui, comme moi, désirent mettre à jour leur Megatouch et qui mettent le nouveau PCB, le nouveau motherboard. Est-ce qu'on a accès à avoir le code du motherboard? Exact. Bref, ce motherboard-là, il y a entre autres une alimentation qui passe par là maintenant. On n'utilise plus ce connecteur-là parce que le port qui est ici n'est plus compatible avec l'ancien qui se trouve pas très loin, en fait, qui est juste ici. Voilà. Alors, celui-là n'est plus compatible sur le nouveau motherboard, donc on ne s'en sert pas. Et puis, il va falloir que je trouve une meilleure façon d'accrocher le nouveau disque dur SSD, parce qu'à l'origine, il y a un petit rabat de métal ici, un petit truc qui vient se clipper par en dessous dans celui-là, qui le maintient en place grâce au petit clip de métal ici. Alors, je vais devoir trouver une méthode très tie wrap ou je ne sais pas trop comment pour le faire tenir. Il est clair que je vais me faire aller le tie wrap pas à peu près quand je vais avoir réussi à mettre le jus là-dedans. Sinon, en ce moment, le bloqueur que j'ai, c'est l'alimentation 5 volts pour le motherboard, qui est un connecteur Molex comme ça, et j'en ai pas d'extra qui sort du power supply. Je n'ai pas réussi à en trouver un. Alors, il va falloir que j'utilise celui qui permet de brancher, en fin de compte, le disque dur. Alors, je vais refaire un connecteur Molex. C'est juste que je trouve pas ça super d'avoir 3 fils sur le même connecteur. Il va falloir que ça soit bien crimpé, pour que ce soit très solide, que ça tienne bien, pour pouvoir me brancher dans l'alimentation qui est ici. C'est pas mal dans les dernières grosses étapes qui me restent avant de mettre le jus. Si ce n'est, je lui demandais si le câble ici était encore utilisé. Il me dit que
Finalement, ça, c'est pour être capable de brancher un lecteur CD-DVD externe et que c'est des features que la majorité des gens déconnectent sur leur Megatouch. Normalement, ça devrait se connecter ici. Alors, ça sert pour faire des updates. Ce qui va être sensiblement désuet, à mon avis, pour ma part. Si vraiment il y a un problème, ça va être à travers ce disque dur-là que ça va se passer. Alors, je vais l'enlever pour libérer un peu d'espace. Et aussi, il me dit, si tu veux me l'envoyer, moi, je collectionne ce genre de trucs. Alors, ça va me faire plaisir d'y envoyer. Avec tout le support qu'il m'a donné, si je peux lui redonner un petit peu en retour, je vais être très content de le faire. Alors, sans plus tarder, refaisons ce connecteur-là et on va être très bientôt prêt à mettre le jus. Voici pas mal le mieux que je peux faire côté ménage une fois que tout est branché adéquatement. Je ne crois pas que j'avais couvert, entre autres, les câbles USB qui viennent se plugger ici. Alors évidemment, vu que je fais rien de PC d'habitude, je ne savais pas qu'il y avait des ports USB qui sortaient d'un PCB comme ça. Alors, il n'y a pas vraiment de priorité de port à mettre une place plus qu'un autre. Alors, on met les deux USB ici. J'aurais aimé pouvoir préserver la plaque de métal de soutien originale pour remettre le board auxiliaire, mais ça venait en travers de tout ce qui était câblage et tout, et c'était vraiment... C'est incroyable la quantité de câbles et de connecteurs différents qui peuplent un Megatouch. Ça me fait capoter. On dirait 1000 fois plus complexe qu'une machine à boules. C'est fou. C'est vraiment, vraiment intense la quantité de connecteurs à s'assurer qu'il est à la bonne place. Alors, je pense avoir réussi à faire un bon ménage. J'ai enlevé le petit ribbon cable alors, qui traînait ici. Et là, maintenant, je peux dire que je suis à même de pouvoir ouvrir et fermer le Megatouch sans problème et sans crainte de coincer quoi que ce soit. J'ai mis une feuille antistatique ici, derrière le board auxiliaire pour prévenir tout court-circuit, entre autres après le petit bloc qui est là. Alors, tout est pas mal prêt à mettre le jus. Je voulais montrer d'autres trucs que j'avais fait aussi sur le Megatouch. J'avais percé des trous ici pour renforcer la plaque de métal ici, le système de verrouillage qui est, en fait, voyez-vous, tout est vissé, en fait, dans des petits posts de plastique comme ça, et ça veut uniquement péter non-stop. Alors là, maintenant, au moins, mon système de barrure fonctionne bien, mais il va falloir que je fasse la même chose avec le câble de soutien, parce que là, en ce moment, il s'appuie sur le panneau de contrôle là, quand on l'ouvre. Alors, je vais essayer de refaire un peu la même chose, passer une vis de métal d'un bord à l'autre par ici pour renforcer ce câble-là aux prochaines fois que j'aurai à réouvrir. C'est juste que là, pour l'instant, j'avais vraiment besoin d'une ouverture maximale. Bon, c'est stressant de mettre le jus là-dedans. Je connais pas beaucoup ça, mais j'ai vraiment suivi à la lettre toutes les indications. Puis c'est vrai, ben, tant qu'à en parler, voici ce que j'ai fait là, pour l'alimentation en 5 volts pour le motherboard ici. Alors, je suis venu, j'ai refait des nouvelles crimpes Molex et j'ai soudé les 3 fils, entre autres, sur la crimp et j'ai mis des tie wraps pour limiter au maximum les tensions sur les câbles pour éviter qu'il y ait envie de se décrocher, en fin de compte, de la graffe. Alors, je branche et je mets le power dans pas long. Alors, je suis prêt à mettre le jus. J'ai vérifié, revérifié. Alors, voyons voir. Souhaitez-moi bonne chance. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? C'est quelque chose que je ne sais pas. Hé, on est le lendemain et j'étais bien débiné quand j'ai mis le power. Alors, les PC, c'est pas mon truc, hein, vous savez, c'est pas mon truc du tout. C'est plus compliqué qu'une pin bar, selon moi. Alors, sûrement que plusieurs d'entre vous qui sont habitués à ça devaient dire « Ouais, mais putain, t'as pas mis la lime sur la platine! » Alors, en effet, je n'avais pas mis le connecteur 20 pins sur le motherboard parce que sur le motherboard, c'est une prise 24 pins. Et là, j'avais un connecteur 20 pins. J'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec les 4 pins non occupés qui restent? Ben finalement, c'est pas grave. On peut mettre le 20 pins. Alors, je vais fermer ça pour le fun, juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est poigné serré, il ne sera pas dans l'air. Alors,
c'est en effet ce connecteur-là qui manquait à être connecté. Alors, c'est normal qu'il reste 4 pins de non connectés. Mais moi, j'étais comme, c'est pas un perfect fit, how come? Et puis, voilà, alors, il faut quand même mettre la lime ici pour je disais que c'est du 5 volts, mais je pense que quand c'est jaune, c'est 12. Hein? Puis rouge, c'est 5 volts. Sinon, ça conclut pas mal le bordel que j'ai eu à régler pour être capable de faire fonctionner ce méga tuch. Et puis, c'est la version 2014 avec plein de nouveaux jeux. Alors, tant mieux. Bon, je peux enfin passer à un autre problème. Parce qu'il n'y a que ça dans la vie, des problèmes. Un petit addenda sur le Mega Touch. J'ai démonté au complet tout le petit panneau de contrôle qui a les 2 boutons et les joysticks et je suis en mode nettoyage. Et mon Dieu qu'il faut prendre le temps de tout démonter jusqu'à la moelle pour venir enlever tous ces résidus de bière séchée et de sueur de doigts. Voilà. OK. Sans brasse des affaires non-stop de non-stop. La dernière fois que j'y avais la shot que je vous ai montré, la Mortal Kombat, que j'ai essayé de faire du debugging dessus, finalement, ça n'a pas fonctionné, la reconnexion du pot en avant. Et tout porte à croire que c'est l'ampli qui est sauté parce que si je joue avec le son, j'entends aucun... Puis, je suis allé voir l'ampli et il y a l'air d'avoir des pattes de corrodé sur le PCB. Alors, j'ai pas encore eu le temps d'investiguer davantage là-dessus sur si c'est bel et bien ça, j'ai un bon doute. Parce que, entre autres, j'ai dû aller chercher une nouvelle machine. Fireball Classic. 2017, 2018, il y avait une Fireball Classic au McFly. C'est une machine qui était extrêmement populaire et entre autres, Jen puis moi, on y jouait constamment. Je dirais que notre amitié a commencé, entre autres, à se développer en faisant des compétitions de Fireball Classic. Et il y en est apparu une sur les petites annonces classées Facebook. Voilà, à peu près quelques semaines. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai fait « Oh my God! » parce qu'on en avait vu une avant la Montréal, par Montréal Pédic. Elle était à 3009 en spécial, parce que normalement à 5009 parce que complètement reconditionnée. Elle était magnifique, mais un peu cher. Et puis, on a vu celle-là, et je me suis dit, est-ce qu'on prend celle-là ou l'autre? Et l'autre était déjà vendue. Fait qu'on s'est retourné vers celle-ci, que je suis allé chercher à Thetford Mines, pour me rendre compte que c'est exactement la même que celle qui était au McFly. La raison pourquoi je suis capable de me rendre compte de ça, c'est entre autres les inserts ici n'avaient plus de visuel à l'époque et je l'avais redessiné à la main au Sharpie de manière temporaire pour dépanner. Ça avait fait un certain temps et là ici, je vois qu'il a été complètement réimprimé des nouveaux stickers et exactement au même endroit. Et il y a une espèce d'usure ici, là, cette zone-là là, où il manque du vernis, là. Celle-là, je la donnerai en 1000. C'est vraiment la même usure de vernis qu'il y avait. Bref, c'est une machine que je connais extrêmement bien. En plus, le bas-glace est délavé exactement de la même manière, surtout dans la zone des jambes. Et puis, même chose pour le cabinet. Alors, c'est vraiment elle. Sauf qu'elle a été vraiment bien retapée depuis 2000, parce que je crois que Sylvain l'avait vendue en 2018, 19 peut-être, quelque chose de même. Il y a entre autres les champignons. Les petits mushroom bumpers comme ça qui ont été changés. Il y a un nouveau moteur qui a été installé. Les flippers ont été rebuildés, les slingshots, les pop bumpers. Alors, elle joue extrêmement rapidement et on est vraiment content. Il y a un nouveau MPU et une des trucs que je vais mettre dans cette machine-là parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais j'ai reçu un colis la semaine dernière. J'aime à penser que c'est un admirateur secret parce que la dernière fois que j'ai commandé un Solenoid Driver Board Altec, ça fait quand même longtemps. Ça fait peut-être au-dessus de 6 mois. Et là, je viens d'en recevoir un autre. I'm like, what? Alors, merci beaucoup à Equiponk, fan secret, qui m'a envoyé un deuxième PCB de Altec Solenoid Driver Board. Alors, c'est pratiquement tout ce qui manque dans cette tête-là parce que le power supply a été rebuildé avec un Altec. J'ai le MPU, il manquait juste le solénoïde qui est en très bon état, qui fonctionne bien, mais j'ai vraiment envie de prendre soin de cette machine-là, de la remettre la plus top-notch possible. Et entre autres, on va commander un nouveau bas de glace avec les vraies couleurs très pétantes. Alors, le rouge est supposé ressembler à ça sur Fireball. Et là, on a une espèce de rosé. Même ma peau est plus rouge que le Fireball. Alors, on va installer ça éventuellement.
Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'une fois sur place, chez le vendeur de la Fireball, qui avait besoin de faire de la place dans son garage, il y avait 2 cabinets d'arcade qui m'ont sauté au visage. Et j'ai fait, est-ce qu'ils sont à vendre aussi? Alors, un de ceux-là, c'était un cabinet de Miss Pac-Man, mais c'était pas lui. C'était un autre cabinet de Miss Pac-Man, mais un cabinet de Miss Pac-Man original dans lequel il manquait sensiblement tout le harnais qui avait commencé à être monté avec un power switching, puis avec un multijeu. Mais cette machine-là est le même cabinet que, en fait, elle appartient à la même personne qui m'a, entre autres, prêté la Sunset Riders, qui est une amie qui organise, entre autres, le G-AnimeCon à Gatineau, et qui a quelques arcades. Donc, en échange que je répare les machines, elle me prête les machines, je peux les mettre sur le plancher. Fait que là, ce que j'ai fait, suivez-moi bien, c'est un peu essoufflant. Parce que le vendeur de la Fireball et de la Miss Pac-Man était prêt, en fin de compte, à faire un échange, à prendre ma Miss Pac-Man Repro multijeu 60 en 1, en échange de son cabinet de Miss Pac-Man et de Time Soldiers, qui est dans son jus, qui va avoir besoin, on y revient un peu plus tard, mais bref, j'avais comme 2 cabinets pour un, 2 cabinets qui ont besoin d'attention en échange d'un parfaitement fonctionnel, super en shape. Donc, j'ai échangé ça parce que, c'est ça, moi, ce que je tiens vraiment à avoir, c'est une Miss Pac-Man originale, avec CRT, avec board original. Et vous saviez, je n'étais jamais complètement satisfait de la Miss Pac-Man Repro que j'avais. Alors, là, j'ai pris la Miss Pac-Man du vendeur de Thetford, je l'ai mis dans mon sous-sol en attendant que je la remonte au complet, que je vais offrir à mon ami du G-AnimeCon, parce que moi, j'aimerais avoir celle-là, parce qu'elle est dans son jus, parce qu'elle est usée, parce qu'elle a sa patine, alors que l'autre a des side art repro, alors elle est vraiment visuellement beaucoup, beaucoup plus impec. Mais moi, je voulais quelque chose d'usé. Alors, voilà. Et là, en ce moment, dans cette Miss Pac-Man-là, on a le PCB Miss Pac-Man Speed ou Turbo. Alors, où ce que Miss Pac-Man est très rapide. Et ici, j'ai mon PCB de Miss Pac-Man, celui qui était dans la cocktail table de Pac-Man que j'avais acheté. Alors là, ce qu'on va faire un swap. On va premièrement vérifier s'il fonctionne toujours bien. Et on va vraiment, à ce moment-là, avoir une Miss Pac-Man originale, donc la vraie vitesse et tout et tout. Et puis, une fois que ça sera fait, je vous parlerai un peu plus en détail de la Time Soldiers. Alors déjà là, pour changer le PCB, petite mauvaise surprise, c'était pas... c'était en fait très commun, très fréquent que le Edge Connector ici sur le PCB mangeait une bonne claque parce qu'il y avait beaucoup de... comme ces PCB-là avaient leur propre alimentation, d'une certaine manière. Donc il y avait quand même pas mal de voltage qui passait ici. Et c'est pas rare de voir justement les alimentations, entre autres de 5 volts et ground, soudées direct sur le PCB. Et même chose pour le ground ici. Alors, dans le meilleur des cas, c'est sûr que ça, c'est à changer. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais je vais vérifier qu'il est quand même pas trop mal pour être capable de fournir. Ah non, ils ont carrément été bottés, hein, les fils ici. Alors, j'aurais comme pas trop le choix de refaire un hack du genre. Ah là là, je m'attendais pas à ce contretemps-là. Bon, c'est quand même pas si pire que je disais. C'est juste 3 fils à souder sur le PCB, puis ça s'enlève facilement au besoin. Alors voilà, ground sur ground, alim à gauche et à droite. Et puis, on va mettre le jus, hein? On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, on va mettre ça ici. Oups. Et puis, on va plugger ça. Et est-ce que le PCB fonctionne? Ça serait vraiment très cool. C'est pas super joie, ça. Un PCB qui fonctionne pas. Est-ce qu'on a des chips qui ont été déconnectés ou quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de repousser sur certains trucs qui se sont déplacés? On va commencer par ça. Bon, j'ai vraiment pas de temps à taponner, alors j'ai remis le PCB Speed dedans. Parce que, voilà, je vais avoir à faire affaire au service de Marc pour éventuellement déboguer le PCB original. Parce que Marc est passablement bon. Oh non, come on, baby. Oh, faut pas trop toucher avec ces PCB-là. Ça ressemble vraiment à un socket, à quelque chose qui est bougé du socket. Ah, que c'est pas cool! Non!
Bon, alors, je m'en suis sorti de peu. C'était simplement le harnais qui doit être en effet un petit peu oxydé et faisant en sorte que l'alimentation n'était pas suffisante pour avoir un affichage visuel impec. Mais là, ça semble bien correct. I need to gob you, man. Ah, and I get gob too. Ben, OK, voyez-vous, j'avais oublié de, avant toute chose, j'avais oublié de jouer avec le potentiomètre qui est juste ici, puis je vous dirais que quand Liab me rote un frisbee, ça ajuste la vitesse de Miss Pac-Man. Alors je considère que là, en ce moment, on a une vitesse vraiment beaucoup plus proche de l'original. Avant de dire que c'est exactement elle, je vais devoir m'en rapporter à notre champion JP qui pourra me dire si exactement la vitesse est celle qui est habituée de jouer. Mais pour l'instant, je vais laisser ça de même, alors je suis content. J'ai ma Miss Pac-Man qui fonctionne avec la vitesse la plus proche possible de l'original. OK, là c'est Time Soldier pour de vrai. Alors, je vais refermer la Miss Pac-Man et je vais cliquer à la Time Soldier qui a vraiment beaucoup besoin de plein de petites attentions différentes. Allons voir ça. Time Soldiers! Dans un cabinet qui est selon moi bootleg où j'ai vérifié sur Internet et je sais pas, on dirait que Romstar avait acheté plusieurs fois ce cabinet-là parce que j'ai vu beaucoup de photos de Time Soldiers dans ce style de cabinet-là. Mais son plus gros problème en ce moment, c'est clairement ses pattes. J'en ai graffiné mon plancher. C'est pas cool. Alors, on va la coucher sur le côté puis faire les bonnes vieilles fameuses jobs de leg leveler que j'aime tant. Ouais, c'est ça. Des leg levelers, pas de feutre, là. C'est no. Fait qu'on va mettre des neufs avec des feutres à grandeur. Ça va être pas mal moins stressant après ça pour déplacer ce beau petit gros meuble brun. Ça fait déjà beaucoup de bien de pouvoir mettre des vraies bonnes pattes avec leur feutre. On n'a plus aucun stress à déplacer la machine. J'en ai profité faire un bon nettoyage. On peut maintenant la remettre debout et s'attaquer aux autres problèmes. La bébête est maintenant beaucoup plus propre et sur ses pattes et beaucoup moins stressante à déplacer à gauche et à droite avec ses nouveaux feutres. Bon, dans les choses qui restent à régler, il y a entre autres un marquee à rallumer, soit le fluorescent ou le FS2. Changer le châssis, parce que juste pour vous donner une petite idée, quand j'ai récupéré la machine, là, c'était pas grand-chose. Ah, le gros panneau lourd! Le flyback, là, non. L'image, quand j'ai pris possession de la machine, ressemblait à ça. OK? Alors, c'était un flyback extrêmement trop lumineux, on voyait les lignes et tout, et nanani nana. Alors, on voit aussi tout le waving, pas juste du carton, là, ici, là, mais vraiment, là, on voit que dans l'écran, l'image distorte. Ça fait que j'ai un châssis G07 reconditionné que je vais mettre à la place de lui. Je vais mettre la game en free play, parce qu'en ce moment, elle est encore payante. Et je vais enlever le petit sticker ici. Alors, 3 étapes. Free play, châssis, marquee. Ça va aider beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, petite transition rapido comme ça. Ah, je voulais faire une belle transition, mais je pense que c'est trop important de montrer à quel point c'est dommage dégueu, ça. Bon, nettoyer ça avant de changer. C'est déjà pas mal plus encourageant. Et on est maintenant à voir si ça allume tout ça. Ben, ça donne un bon petit signe de vie. Yeah! On a du fluo. On va remettre un beau petit marquee nettoyé maintenant. Ah, c'est déjà beaucoup plus invitant. On est maintenant rendu à mettre un nouveau châssis là-dedans qui se trouve juste ici. Alors voilà, le nouveau châssis est installé. Voici l'ancien, juste pour le fun, qui est fonctionnel, mais qu'éventuellement on va faire un cap kit. Et quand on fait un cap kit, on n'a pas le choix, on change le flyback, sinon l'ancien saute, prof, après un certain temps. Alors, c'est un beau candidat au bonheur, celui-là. Ça, c'est mon super rig pour prouver à quel point j'ai dû décharger le tube précédemment pour faire le fameux petit zap. Alors sinon, le nouveau est installé et on fait la vérification d'usage comme quoi la tétine du flyback est installée, le neckboard, on a le ground mis sur le E ici, on a le yoke qui vient se connecter juste ici. Après ça, on a le signal vidéo qui se connecte là, on a le degaussing qui s'installe ici. Le ground, j'ai pas eu à le changer parce qu'il était déjà sur le frame. Sinon, la petite passe-passe que j'ai dû faire, c'est aller chercher le connecteur de l'autre châssis
parce que c'est un connecteur assez peu commun. D'habitude, les connecteurs qu'on va voir pour connecter des châssis, c'est ceux-là. Alors, j'ai interféré les châssis grâce à mon petit outil que j'ai laissé. Où est-il? Ah, qui est pratique. Ah, voilà. Cet outil-là, hein, c'est l'extracteur à connecteur Molex. Extrêmement pratique. Bon, alors, tout ça pour dire... je faisais une petite inspection aussi là, de l'intérieur du câble. Très succinct comme installation. On a les fuses avec le line filter ici. C'est pas commun que je vais voir ça. D'habitude, ils vont se trouver dans le coin de l'isolation transformer. Ah ben tabarnouche. Alors, j'ai le Madame Araignée qui était la gardienne de son épingle à linge. Sinon, pas de trouvailles bien exotiques à faire. C'est quoi ça? Ah, ça c'est l'adaptateur si on avait voulu mettre sur le 220. Ah, c'est la première fois que je vois ce type de dongle là, de swap. C'est cool ça. Alors, éventuellement, je vais passer un petit nettoyage là-dedans. Mais j'avais le goût. Ah! Ok, attends une minute. Il y a un connecteur JAMA ici. Mais ça, c'est le connecteur. Pourquoi? Ah, c'est à cause de la manette. Ah, cool! Parce que là, c'est la première fois que j'ai une arcade avec joystick rotatif. Et c'est ça, les connecteurs des joysticks rotatifs. C'est cool, ça. Et puis, on a le power supply qui n'est pas très accessible, qui, éventuellement, peut-être, je le déplacerai ou je changerai pour un Suzo Hap en temps et lieu. Allez, bon, on rebranche la machine. Voyons, on met les rottes, on réallume, puis on regarde. Il y a sûrement des ajustements à faire sur le châssis. Bon, ben, super, j'ai aucun éclos, j'ai... rien qui se passe et j'ai pas d'image qui allume. J'ai un autre châssis en stock. Bon, ben on va essayer l'autre que j'ai avec moi. C'est à ne rien comprendre. Je viens d'essayer 2 châssis reconditionnés, testés fonctionnels. J'ai dû me rabattre à remettre l'original parce que c'est le seul qui fonctionne en ce moment. Bon, alors on va y aller avec ça. Là, il faut vraiment que je parte dans pas long. Alors, je vais faire un dernier truc, c'est-à-dire ajuster les dip switch qui se trouvent ici et là, pour les mettre la game en free. Bon, ben ça va être un dans 3 dans mes objectifs parce que, bon, l'écran, j'ai pas réussi à en mettre un nouveau. Et de 2, j'ai 3 sources différentes de dip switch sur Internet qui diraient comment mettre la game en free play. Et aucun ne fonctionne. Et pourtant, c'est un vrai board de SNK, c'est pas un bootleg, c'est un vrai PCB Time Soldiers. Alors, on va le laisser en coin pour l'instant parce que la journée se termine et la capsule aussi. Sur ce, merci beaucoup d'être à l'écoute. Portez-vous bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Et j'espère être capable de maintenir un rythme régulier de mise en ligne de vidéos. À bientôt. Salut, bye. J'ai oublié de mettre un peu de temps sur la Fireball qui a besoin de son nouveau Solenoid Driver Board. Plus que je pensais. Parce que même s'il a été remis en état, est-ce que je peux faire la lumière là-dessus? J'ai quand même eu la mauvaise surprise d'avoir un connecteur supplémentaire qui a été rajouté ici sur les pins. Alors, moi qui voulais mettre mon Solenoid Driver Board, j'ai un petit contretemps. Alors, ces 2 fils-là, je dois en fin de compte les couper et remettre le bon connecteur. Parce que d'après moi, ça a dû chauffer ou il était usé ou il était brûlé ou je sais pas trop. Alors, j'ai replacé chaque fil plus droit. Des fois, là, je sais pas pourquoi, là, ils viennent tellement tout écrasés, là, flat, sur un sens. Je trouve que c'est pas super nice sur un connecteur. Là. Regardez, le meilleur exemple, c'est ça. Là. Alors, j'aime bien remettre les fils le plus droit possible là, quand j'ai le temps. Mais ça, c'est la preuve qu'il y a un opérateur qui s'est dit « Je n'ai pas la bonne crimp ni la bonne paire de pinces pour faire ce connecteur-là. » Alors, je vais rajouter le connecteur que j'ai sous la main, c'est celui-là. Et là, pif, paf, boum, il saute ça par en arrière ici. Je trouve ça dégueulasse et ça ralentit l'installation du nouveau PCB. Alors, je coupe ça à l'instant, je mets le nouveau connecteur et au moins, je sais exactement rapidement où est-ce qu'ils vont. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné un peu d'amour à la Creature from the Black Lagoon et un bris mécanique m'appelle à y donner du temps, que je le veuille ou non. J'avais l'éjecteur ici qui ne fonctionnait plus. Il y avait simplement un fil de dessoudé. I love it when it's as easy as that, OK? Alors voilà, ça c'est réglé. Mais ça m'a fait rendre compte aussi à quel point la rampe était terriblement sale. Wash those rams, guys. We gotta wash those rams. On voyait peut-être pas très bien à quel point c'était sale sur la dernière shot, mais là on peut voir à quel point c'est propre. Et la raison pour laquelle j'insiste autant, c'est que c'est bien beau de faire le nettoyage de son playfield, mais si on ne nettoie pas comme il faut les rampes en dessous, bien celui-ci va se ressalir à vitesse grand V parce qu'il va juste entraîner la saleté des rampes
sur le niveau du playfield. Alors, c'est vraiment important de s'assurer que ça reste propre all the time. Alors, la rampe réinstallée est complètement propre et ça, c'est une bonne chose de fait que je prenais pas le temps de faire et que je suis content d'avoir fait. Sinon, après ça, je suis rendu à la fameuse bande comme celle que j'ai mis précédemment dans la Jurassic Park parce que je tenais à refaire un petit peu mon éditorial là-dessus. Ce qui est souvent le laissé pour compte des mal-aimés dans une machine à boules, c'est le derrière de la machine qui est trop souvent mal éclairé. Et en plus de ça, tu as les reflets du backglass dans le haut de la machine. Donc, on voit quand même rarement bien. Et Stern cherche à remédier à ça depuis déjà quand même longtemps en mettant des lumières dans le plus possible dans le fond. Et selon moi, ça aide beaucoup et ça diminue selon moi le besoin d'avoir à acheter une vitre anti-reflet à 400 $. Alors, c'est ce que je cherche à faire, une espèce de petit retro engineering sur toutes mes machines. Je l'ai fait sur la Jurassic Park. Je suis rendu à le faire sur la Creature. Et le produit que j'utilise en ce moment, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon, que j'aime bien, qui est cette bande de LED. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est pas un petit LED espacé à chaque fois, c'est vraiment un long ruban continu de lumière. Et je préfère ça, en fin de compte, à l'effet qui est créé par les lumières. En tout cas, il y a une bande de lumière dans l'amando. Et ici aussi, il y a plusieurs petites lumières qui allument. J'aime beaucoup plus avoir une bande de lumière. Ça fait un éclairage beaucoup plus continu. Le seul défaut, c'est que c'est du 5 volts au lieu du 12. Alors, normalement, c'est le genre de truc qui se connecterait sur des connecteurs genre J116 ou J118. Alors, ce qui fournit du 12 volts et la majorité de toutes les modes se connectent, des e-chains là-dessus, ça fait une espèce d'empilade incroyable. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas nécessairement si beaucoup plus élégant que ça, mais je vais faire quand même quelque chose, j'aime bien quand c'est connecté en fin de compte sur le GI. Alors, je vais me mettre suffisamment long de fil parce que c'est vrai, là, justement, vous allez vous demander pourquoi je fais une aussi grande mise en abîme, c'est que la strip de LED va être collée en dessous ici. Ce que je n'ai pas fait avec la Jurassic Park. Ça fait en sorte qu'on voit très bien le faisceau lumineux. Et là, je veux qu'on ne voit que l'effet du faisceau et non le faisceau lui-même. Alors, je vais le coller par en dessous ici et je vais faire passer le fil par ici et je vais m'arranger pour qu'il soit un petit peu tie wrappé avec le reste pour que dans les éventualités où on soulève le playfield et qu'on le tire et qu'on le lève, il y ait suffisamment de jeu et que ça ne tire pas sur la strip de LED en question. Alors, on prend ça et on la colle. Alors, j'ai fait passer le fil sur le côté ici, après avoir bien sûr bien collé la strip de LED. Et je me suis alimenté sur ce petit GI tout sympa, juste ici. Alors, on va couper les petits tie wraps qui dépassent et on va regarder ce que ça donne. Sur la Jurassic Park, vous voyez ce que je dis, qu'on voit vraiment bien le faisceau, mais quand on joue, ça passe quand même très bien, ça éclaire très bien. Mais sur la Creature, wow, je suis vraiment content, l'intégration est encore meilleure. Ça fait tellement du bien, que je suis content d'avoir enfin réglé ça. Bon, j'ai mon A qui allume pas. Mais sinon, à part ça, le reste, oh là là, la game elle shine enfin avec un bel effet incandescent. J'adore cette LED warm white. Et mon Dieu, que je ne serai jamais cold white. Voyez-vous, ici, le Kiss et cold white, ça m'énerve. Puis, mon S, il n'allume pas non plus. Ah là là, puis ça, là non plus. J'ai vraiment beaucoup de travail à mettre sur la Creature. Lui non plus, il n'allume pas. OK, mais ça au moins, ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Ma rampe est nettoyée. Ça va être ça pour aujourd'hui parce que j'ai un meeting staff. Bonjour, bienvenue à Arcade Moi Ça pour d'autres nouvelles sur l'entretien des machines au Vox et toute autre nouvelle de tout genre acabit parce que le premier anniversaire s'en vient bientôt et sûrement que je vais filmer certains trucs qu'on va réussir à closer dans les 2 prochaines semaines pour être capable d'avoir un beau party à la hauteur de nos attentes. Hier, en fait, j'ai closé la dernière capsule sur des travaux sur la Centirade. Et après ça, hier, je me suis dit, je vais régler une couple de trucs que je n'avais pas réussi à régler vers la fin de la capsule, c'est-à-dire la lumière du pop bumper. Et après ça, la fameuse switch qui ne fonctionnait plus. Mais hier, quand j'ai fait mes travaux, j'ai dévissé ça ici pour me rendre compte que finalement, l'interrupteur était très bien. Il n'y avait pas de problème avec, mais que j'avais, en fait, le fil de ground ici.
il était soudé sur le fil d'alimentation du 115 ici. Alors ça, je trouve ça étrange. Normalement, il serait supposé être vissé sur la patte ici du transfo pour faire le ground. Et là, autre trouvaille aussi que j'ai faite, c'est que là, en ce moment, j'ai plus aucune lumière dans mon bottom playfield et j'ai ma fuse qui saute ici. Alors, j'ai dû shorter quelque chose en taponnant dans mon playfield hier, en faisant mes petites manipulations. Et ça fait en sorte que je dois trouver d'où vient le court-circuit. Et aussi, en même temps, je mentionnais que j'avais fait toutes les LED au dernier épisode. Ben non, il manquait ces trois-là. Et pour y avoir accès, c'est à travers, c'est en ouvrant, en fin de compte, le bank reset des séquences A, B, C, D, là, ici, qui permet, en fin de compte, d'accéder non seulement au nettoyage des switches, mais aussi à changer les lumières. Alors, là, la première chose que je vais faire pour essayer de comprendre pourquoi j'ai un court-circuit ici, ça a l'air niaiseux, je vais juste déconnecter le playfield. Alors, le GI arrive par le connecteur ici, par le fil noir-blanc. C'est lui qui vient faire sa connexion ici, là. OK? C'est lui qui donne le ground à toutes les lumières. Et si je déconnecte et que je vois que j'ai encore un short, ça va vraiment me convaincre que mon problème est ici. Ça a l'air niaiseux, là, pas mal sûr que oui. Mais au cas où que j'ai un problème qui était plus causé, parce que là, j'ai eu une mauvaise surprise hier, est-ce que je vais en avoir une autre? Bref, c'est ce qu'on va déterminer tout de suite en déconnectant mon playfield. Alors, si je prends une lecture en mode connectivité, je n'ai plus de short. OK, ça fait que ça me confirme que j'ai pas à fouiller dans le bas ici et que il y a clairement un short qui se passe ici. Alors, je vais carrément remonter le chemin direct du... On va les enlever les deux, là, ça va être plus facile. OK, bon, les deux sont défaits. On va les passer vers l'avant. Et on va essayer de s'arranger pour qu'ils n'attirent pas trop de fil avec eux autres. Fait que, comme je disais, le fil noir-blanc vient se connecter ici. Puis, on va pouvoir se prendre notre lecture avec l'autre fil d'alimentation. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être le problème. Alors, je suis bien intrigué. Est-ce que ça peut être carrément une ampoule qui a, ça c'est déjà vu, là, une pièce de métal à l'intérieur d'un socket, parfois, qui peut créer un court-circuit dans le socket et qui fait sauter la fuse. Alors, je vais investiguer et je vous reviens quand je vais retrouver. J'ai facilement passé en toute tête 1h30 à essayer de trouver le fameux court-circuit du plateau. Et j'ai réussi à trouver c'était quoi. En fait, je sais pas trop, mais à un moment donné, je suis allé systématiquement et j'ai soulevé correctement chacune des petites tables que j'ai pu accrocher quand j'ai mis les lumières ici. Peut-être que c'était une de ces tables-là. J'ai l'impression qu'il y a un des fils ici à nu qui touchait à une des vis qui était là. Peut-être que c'était ça, mais bref, finalement, j'ai réussi à enlever le court-circuit. Et à peine que j'ai réussi à faire ça, le flipper de gauche est resté collé. Fait que je présume que mon end of stroke est plus suffisamment. Alors, je faisais plus assez de détachement, il est resté collé. Ah là là, la misère. Et en plus, je tiens à montrer avant de le changer à quel point l'ancienne soudure était complètement atroce. C'est quelque chose... ne pas savoir souder comme ça, c'est limite un péché. OK, ça fait que... allez, on enlève ça, puis on arrange le flipper. Lundi matin de mois d'avril, avoir un bar, c'est avoir des surprises, des fois bonnes, des fois mauvaises, et un matin, c'est une mauvaise. Alors, hier, il y a quelqu'un particulièrement intoxiqué qui a eu une savante colère et qui a décidé de briser la toilette, c'est-à-dire de arracher l'intégralité du plafond suspendu. C'est quelque chose, c'est vraiment impressionnant d'avoir quelqu'un d'aussi mal intentionné que ça, désireux de foutre une merde pas possible. Oh là là, ça fait que on va réussir à récupérer ça. C'est rien de pas réparable, mais c'est vraiment colon. C'est vraiment colon. On va refaire plein de petits panneaux de même. OK, bon ben la première étape c'est le nettoyage. Let's go, on embarque là-dessus. Aujourd'hui c'est le premier anniversaire du bar et on est vraiment excités. On a passé une semaine de complètement déchaîner mon gars à faire de la préparation. Je vais vous montrer tous les détails, mais à matin, journée du party, j'apprends qu'on s'est fait défoncer une toilette et que
OK? Il y a quelqu'un qui a réussi à péter le bol. On n'a fucking pas besoin de ça le matin. Et non seulement on a... OK? Ça a pris du temps à tout nettoyer, éponger et tout. Quelqu'un a mis toilette indisponible, fermé le truc. Il y a un gars qui a quand même défoncé la porte et qui est allé chier dedans. Alors, je viens de passer ma main à sculpter avec des gants, évidemment, à enlever les restants de marbre pour être capable d'enlever l'ancienne toilette. Et là, je reviens d'arriver avec une nouvelle toilette. Le genre d'affaire que j'ai fucking pas besoin, mais c'est ça les petites écritures en bas de contrat quand tu ouvres un bar. Alors, go with the flow! Ouf, de ouf! Ça vient des fois qu'on ne sait plus, c'est-à-dire, entre autres, c'est quand la dernière interaction que j'ai eue avec vous? Je crois que c'était juste avant le party du premier anniversaire qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et ça a été un succès formidable. Il y a eu vraiment une formidable foule, des gens colorés, de tout genre, toutes sortes. Et ils ont eu un incroyablement beau moment. La performance a eu lieu là. Et on s'était mis la barre haute, Jen et moi, à améliorer un paquet de trucs avant l'événement pour que la place shine comme elle ne l'a jamais shiné. Et il y a plein de choses qui ont été faites. Alors, avant de continuer avec les réparations des machines, j'ai le goût de vous faire un petit tour d'horizon sur tous les changements qu'il y a eu dans les dernières semaines parce que on lâche pas. Alors, si on m'avait dit que ça allait me prendre 1 an avant d'être capable de réussir à trouver le temps et l'énergie pour mettre les 3 bandes de néon flexibles colorées en haut là, je l'aurais peut-être pas cru tout de suite, mais c'est ça. Chaque chose en son temps. Il y a tellement de trucs à régler. Mais ça, c'était vraiment dans les choses que je voulais que soient faites pour l'événement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant un très long moment, on a eu une seule bande de lumière ici, qui était justement bleue, puis était défectueuse. On avait de la misère à la faire allumer au complet, et ainsi de suite. Finalement, on a trouvé des cordons chez Costco à 30 $ le cordon, et ça a été franchement le meilleur rapport qualité-prix pour faire un effet wow. Et ça, je suis très content, ça marche beaucoup, ça illumine beaucoup plus la place. Il y a un énorme ménage qui a été fait dans tout ce qui est électricité du système d'éclairage. Et ça, là, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait se faire. Et maintenant, on a uniquement à activer la switch Party! Et tout s'allume, incluant les bandes lumineuses. Les bandes lumineuses ici, ils ont été pendant longtemps dans le haut des murs là. Après ça, ils ont été à la verticale dans les murs, mais il m'est venu un flash des installer en triangle au-dessus et je pense qu'on peut difficilement faire plus années 80, rétro, Vogue. Et j'aime beaucoup ça. Et ça fait propre. Il me reste qu'à mettre une couche de peinture noire là-dessus pour camoufler au maximum. Mais ça, là, ça faisait incroyablement longtemps que ça m'agaçait. Après ça, on a décidé enfin de se permettre l'achat de tabourets. Et puis, c'est juste la bonne hauteur, ça fait parfaitement. Parce que ce que j'aime, c'est que cette section-là est vraiment plus pub, OK? Avec le rebord qui avance ici. On a des chaises style pub. Puis, ça fait bien pour ça. Et ça, c'est plus le côté un peu nightclub-ish. Alors, on s'entend aussi la raison pour laquelle on n'avait pas fait avancer le comptoir. C'était parce qu'on ne voulait pas bouffer trop d'espace ici. Parce que là, déjà là, que ça s'en venait un peu restreint. Alors, juste le fait d'avoir des tabourets, ça fait que les gens ont plus de place pour s'asseoir. Ils restent plus longtemps au bar. On voit pratiquement déjà une différence à l'affluence, juste le fait de mettre ça. Après ça, l'autre amélioration, on a décidé d'acheter des meilleurs abat-jours. J'aimais vraiment pas tant les originaux qui avaient un style plus industriel. Ça faisait longtemps que je voulais quelque chose avec du verre, qui fait plus chic, qui rappelle ceux de la fenêtre. En fait, j'aurais aimé acheter exactement ce modèle-là, mais ils sont plus disponibles. Et puis, ceux-là, ils font tout encore mieux, je trouve, et ils sont moins chers. Alors ça aussi, c'est vraiment très cool. Je vous avais parlé des 2 écrans que le représentant Red Bull nous avait amenés, qu'il appelle en orchestration, c'est-à-dire 2 magnifiques écrans plugués sur le Wi-Fi. Évidemment, tu ne peux pas aller, ce n'est pas des télés intelligentes qu'on peut aller sur Netflix ou des trucs comme ça. C'est vraiment fait pour diffuser du contenu qui sont sur les serveurs Red Bull. Je vais pouvoir éventuellement monter une vidéo et faire diffuser à la fois les promotions et les événements spéciaux et bien sûr des beaux petits vidéos d'arcade que j'ai filmés ici. Alors, on va pouvoir mettre un contenu parfaitement customisé, mais en attendant, ça fait très beau. Sinon, on ne parle pas tout de suite de celle-là. Je pense que je ne vous ai même pas parlé de l'arrivée de la House of the Dead. Alors, pendant un bon petit bout, depuis l'été dernier, j'avais la Lethal Enforcer, qui est un jeu de gun qui a eu énormément de succès, mais qui était une conversion, qui n'était pas dans le cabinet original. Et là, j'étais en train de me dire, bon, ben pour être vraiment Lethal Enforcer, il faudrait que je prenne l'écran,
que je le mette à l'horizontale, que je rajoute un miroir, que je mette les side art. Et là, tout à coup, Michael de Restopop 2000 m'a offert à très bon prix cette House of the Dead et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai vendu la Lethal Enforcer parce que je veux pas trop avoir de game du même genre à la fois. Alors, je veux pas avoir plein de gun game. Pour l'instant, une seule gun game, ça me convient parfaitement et c'est un succès retentissant. Les gens en peuvent plus et je suis très content parce que les fusils sont de bien meilleure qualité aussi. La Lethal Enforcer, j'ai dû réparer les guns au moins 6 fois. J'ai juste eu à réparer celui-ci depuis que j'ai elle. J'ai dû prendre un des guns de la Confidential Mission qui est à mon sous-sol parce que c'est exactement le même modèle, sauf qu'il devrait être bleu. Je vais sûrement commander des nouveaux guns quand même parce qu'il manque tout le temps des vis. À chaque fois que quelqu'un démonte et remonte un gun, et on dirait qu'il y a une vis qui se perd. Alors, ils sont un petit peu flaky, mais c'est vraiment un moindre mal pour eux. C'est tellement une belle borne, moi, elle me fait capoter. 1996, ils commençaient à mettre vraiment plus de oomph dans les cabinets, ces gars, et franchement, celle-là est magnifique. Après ça, j'ai décidé de mettre Third Strike dans le cabinet qui était originalement la Street Fighter EX et Marvel, et qui est devenu Marvel vs Capcom. J'ai mis Third Strike. Alors, j'ai fait imprimer un nouveau marquee, j'ai mis des side art et franchement, ça pogne beaucoup, beaucoup plus. Côté déco ici, je suis très content d'avoir enfin pris le temps de faire quelque chose d'intéressant. Pendant un bon moment, j'avais au moins juste mis un miroir, mais là, j'ai mis une strip de LED, du petit feuillage et j'ai fait suspendre les magnifiques Replicade de Astéroïde 1942 et de Q-Bert. En ce moment, ça tient sur des shots. C'est un peu à la... parce que je voulais que la lumière d'en bas paraisse, puis ça fait beau. Je trouve que ça résume parfaitement bien le bar, c'est-à-dire des shots, des arcades, des plantes et des strips de LED. Alors, tout ça en un seul cabinet. Mais éventuellement, je vais sûrement changer la strip de LED et mettre quelque chose de plus intéressant. Et j'aimerais mettre une pellicule de miroir sans teint à l'arrière du plastique pour vraiment donner un effet Infinity Mirror, pour donner l'effet que, tu sais, je mettrais peut-être 3-4 tours de lumière, puis ça donnerait un effet de trou sans fond, finalement. Sinon, autre arrivée, ben, j'avais parlé de la claque, ça, je m'en rappelle, que j'avais découvert que c'était une Alien Syndrome, et qu'il y a un plexi sur le dessus pour boucher le trou où est-ce qu'il y avait le topper originalement. Trouver le topper d'Alien Syndrome, oui, ça serait cool, mais c'est introuvable et c'est très cher. Mais si je le trouvais, je le mettrais là juste par beauté, mais c'est sûr que je ne remettrai pas une Alien Syndrome. Là, l'écran est down, il est tout rouge, alors il faut que je check le châssis parce que j'ai clairement un transistor de rouge ou un pot qui est comme dans le piton. Et non, c'est ça, je dois régler le rouge de l'écran. Sinon, après ça, Neo Geo, j'ai découpé le plexi qui était cassé pendant le transport. J'en ai découpé une nouvelle feuille, il me reste à l'installer. Et après ça, ça n'en finit plus. Autre nouveauté, mais pas la moindre. J'ai enfin un évier fonctionnel dans la cuisine. J'ai passé toute la semaine dernière à travailler très fort là-dessus. Et c'est un soulagement extraordinaire que d'enfin avoir un évier fonctionnel. Ça a été très, très, très long. Et puis, là, voilà, j'ai mon drainage, mon entrée d'eau, tout est fait. Mes connectiques aussi sont faites pour le lave-vaisselle. Il reste à plugger l'alimentation. Mais là, j'ai enfin un comptoir de stainless qui est, oui, embourbé. On va faire du ménage, on va se faire du rangement. Mais ça, c'est extraordinaire. La seule affaire qui est encore plus chiante, c'est... Ah! La machine à glace, on m'a dit hier qu'elle faisait plus de glace, puis là, elle en a fait. C'est donc bien étrange. Elle a fonctionné. Parce que là, je m'attendais à faire un swap pour la 3e fois, je m'attendais à faire un swap de machine à glace aujourd'hui, là. Pourquoi ça a marché, là? Pourquoi elle fait de la glace? Je suis vraiment intrigué. Je comprends pas. À suivre. Sinon, on va quand même refermer le clapet. Sinon, on va faire des réparations. Il y a plein de petits trucs. La centigrade, j'ai changé son coil de flipper, ça c'est réglé. Elle est toute montée en LED. Il va rester éventuellement à changer les élastiques, ça c'est fait. Et puis après ça, Tales from the Crypt, j'avais une diode de cassé sur un des flippers. Creature from the Black Lagoon, j'ai pas mal diagnostiqué que c'est un des transistors du GI, le Q12 qui est sauté, qui fait en sorte que j'ai plus le GI en bas. Sinon, après ça, ben voilà, la toute nouvelle machine qui vient tout juste d'apparaître et je suis tellement content! Parce que c'est
J'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est une machine qui a été tellement pas longtemps sur le plancher de l'arcade où j'étais quand j'étais jeune, c'est-à-dire la Vindicators. Et la voilà. Je l'ai faite venir d'Ontario. Et puis, je capote ma vie parce que c'est vraiment pas une machine commune. Parce qu'on s'entend, moi, ce que j'aime, c'est avoir des contrôles particuliers sur une machine. Et ce sont les bornes qui sont le plus souvent qu'autrement détruites et non converties parce que c'est quand même compliqué d'enlever ce type de contrôle. Le trou est quand même assez énorme. Un opérateur qui veut mettre une manette, 2 boutons pour mettre un Street Fighter là-dessus, c'est plus dur. Et souvent, ces machines-là étaient jetées à la casse. Et surtout, un modèle comme ça, on s'entend, le cabinet est tout simplement magnifique. Atari était extraordinaire. Et là, en plus qu'elle est à côté de la Stun Runner, je trouve que d'avoir une Stun Runner et une Vindicators côte à côte, c'est pas quelque chose de commun, je vais vous dire. Et le propriétaire de la machine est même venu la livrer. Donc, en tout et partout, ça m'a coûté 875 $, plus l'aide extrêmement généreuse de mon ami Marc qui m'a apporté un châssis de G07 fonctionnel, parce que j'en avais plein de non fonctionnels que je ne trouve pas le temps de réparer, parce que l'ancien propriétaire avait mis un écran LCD avec un convertisseur. Et ça, c'est non. Alors, j'ai remis il m'a au moins apporté le tube original. On a mis un nouveau châssis. Mais là, le FOC, l'affaire qui est dole, qui est sûrement due à soit des trucs de cassé, j'ai de la difficulté avec les sprites. On voit ici, là, à certains moments, ils sont parfaits, mais la majorité du temps, ils sont défaillants de la sorte. Sinon, tout le reste, tout ce qui est texte et pixels statiques, ça va bien. Mais tout ce qui est sprite de mouvement est corrompu. Et il va falloir qu'on trouve, on n'a pas eu le temps de fouiller ça beaucoup ensemble, Marc et moi, la semaine dernière, mais soit c'est une petite soudure de cassé, ou c'est carrément le EEPROM qui est sur son déclin. On verra rendu là. Mais franchement, là, moi j'adore cette game-là. La musique est extraordinaire. Et pourquoi j'ai pas de son? Est-ce que le son est déjà... Non. Ah, Atari, là, il faisait vraiment des super trames sonores. Et puis, le système audio de la musique de cette game-là est vraiment très, très cool. Et puis, ce que j'aime, c'est que non seulement il y a des contrôles pas banals, mais en plus, ça se joue à 2. Ça rend la game tellement plus intéressante. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà joué à Vindicators? Eh bien, moi aussi, j'ai adoré jouer beaucoup à Vindicators, à Galaxy, sur la rue Racine, à Chicoutimi. Fait que, ouais, c'est vraiment le genre de game que j'avais pas du tout mis sur ma wantlist parce qu'on n'en voit jamais. J'oubliais, il n'y avait pas juste le flipper, mais il y avait aussi le laser kick qui était broken pour une 3e fois. Alors, le Q4 type 36C va être encore changé. Est-ce que c'est un circuit qui est faible à la base? Parce qu'on se rappelle tous que quand j'ai reçu la machine, le kicker ne marchait pas. Je l'ai remplacé une première fois. Je l'ai remplacé une 2e fois dans le coin de l'hiver. Et là, à nouveau. Pourquoi? What's happening? Why? En tout cas. OK, let's go. Alors, Xème test de Crip Kicker. And we got a Crip Kicker working again. En passant, j'ai mis des élastiques rouges silicone sur tous les flippers parce que c'est extrêmement résistant. Et j'ai pas le choix parce que franchement, ils sont vraiment mis à rude épreuve et je veux ce qu'il y a de plus résistant en termes de flipper. Allez, une dernière fois. Bon, excellent. OK, donc le flipper est réparé, le Crip Kicker. J'ai le goût d'embarquer sur la Vindy. Allez, Vindy, on va mettre de la lumière et on va surtout, là, le travail à faire, c'est toutes les manettes ont eu la vie dure, OK? Toutes. Est-ce qu'on est capable de resserrer ça? En plus, bon, il y a un bouton ici qui a été changé parce que l'original, je l'ai encore, il a pété, donc lui, il fonctionne, mais le pire, c'est que lui aussi est brisé. Fait qu'on va voir si on n'est pas capable de le réparer. Oui, c'est des boutons de sonnette. Regardez, même lui, il allume. Regardez-moi ça, c'est tombé étrange d'avoir un bouton qui allume. Ça me fait juste dire, tant qu'à faire, on va juste mettre ça, ça serait pratiquement beau. Allez, je m'emporte au travail, à vous de dire des élucubrations sans fondement.
J'ai enfin été en mesure d'enlever tout le contour de métal. On défait un peu les toiles d'araignée et on voit clairement qu'on a un fluorescent ici qui semble avoir sauté. Comment ça s'enlève déjà ça? C'est comme une espèce de petite mini-clip de carton qui se tire de quelle manière? C'est comme une espèce de truc qui verrouille. Il me semble que ça se tire de même. On essaiera de ne pas le briser. Puis je suis surpris de voir comment les haut-parleurs ils sont en excellent état. Aucune corrosion ou quoi que ce soit. Franchement, ça n'a pas été ouvert souvent, ce petit dessus-là. Et il y a l'air d'avoir des bons magnets là-dedans. Il y avait une vis qui était complètement bouchée. Alors, j'ai fait mariner un petit peu dans le vinaigre, question d'enlever un petit peu l'oxydation. Et on va voir le Translite original en parfait état. Je vais en profiter faire un petit nettoyage de tout ça. Franchement, c'est pas commun. Ça devait coûter cher à faire pour rien. Ça fait super beau, mais je comprends pourquoi ils n'ont pas fait ça sur plusieurs autres machines. OK, on change le fluo. Finalement, c'est super simple. On appuie sur le rebas de carton. Ça nous permet de retirer l'espèce de petite clé. J'ai fait ni une ni deux. J'ai changé à la fois le starter FS2 et le fluo. Et ça s'allume de toute sa manière limitée. On nettoie, on installe. Mais voilà, ça shine en toute sa magnanimité. Je vais-tu arrêter avec magnanimité? I don't think so. C'est vraiment essentiel. Ça fait tellement de la différence, un marquis allumé. Maintenant, je suis dans les modes test de manette. Et dans les trucs que je voulais arranger, c'est entre autres essayer de comprendre pourquoi la manette flacote, pourquoi qu'elle slack puis qu'elle a du lousse, comme on dit. Puis finalement, c'est comme si c'est la pièce de plastique qui devrait rentrer comme parfaitement en serre là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est peut-être les vis qui n'étaient pas assez bien serrées. Au moins, ils ont mis des écrous en métal. Là. Je vais essayer de resserrer ça au moment de réassembler, mais je suis aussi à essayer de déboguer pourquoi le left L-thumb ne fonctionne pas. Alors, si j'appuie dessus, ça ne marche pas. Mais si je me permets de faire un petit mini short avec ma pointe de multimètre, comme ça fonctionne. Voyez-vous, là, c'est très subtil, là, mais ça vient comme un petit peu encadré, voyez-vous. Alors, c'est clairement la switch qui est défectueuse. Et je vais être très honnête, c'est la première fois que j'en vois de ce type. Alors, je vais sûrement devoir l'ouvrir parce que c'est pas une switch très commune. Je me rappelle pas avoir déjà vu ça dans les boutiques de vente de switch de boutons d'arcade. Alors, on va essayer de la récupérer en souhaitant qu'il est juste sale ou qu'il y a une soudure de cassée. Il semble avoir des petites clips de plastique à soulever pour ouvrir l'habitacle. Je vous redonne les nouvelles. Voici une petite vue en explosion du bouton en question. Alors, je me suis permis en effet d'enlever la petite capuche avec ces petits rabats comme celui-ci. Ça, c'est le bouton qui fait l'action de presser le ressort qui appuie une pression sur cette languette de métal qui est située ici à l'intérieur de ce petit habitacle. Et franchement, c'est un peu quand même étrange comme switch. J'en ai jamais vu auparavant. J'ai l'impression que c'est, je sais pas si vous voyez, en plein milieu au bas, il y a comme une zone qui a l'air aussi noire que le reste, mais je pense qu'elle est supposée être métallisée. Parce que je crois en fait que c'est relié à cette pin ici qui est le ground. Et c'est elle qui doit être faite contact avec cette pièce de métal-là, ou je sais pas trop. Bref, je crois qu'on va aller chercher le métal. On va nettoyer ça et ça devrait ramener le bouton en fonction. Et après ça, on y ressoude cette petite plaque ici, qui sert uniquement, en fin de compte, de contact qui vient se souder sur ces deux pattes ici, et les deux fils viennent se souder sur les pads qui sont là. Après approfondissement, j'ai réalisé que finalement, cette petite section se retire. Ce que je pensais être une languette de métal extrêmement oxydée est en fait une pièce de plastique. Alors, c'est derrière celle-ci que se trouve la pièce de métal qui fait contact. Alors, ça, j'ai de la misère un peu à comprendre comment ça se glisse derrière, alors. OK, ça fait qu'on va réassembler, on va remettre cette petite pièce-là à son endroit propice et on va faire des tests. J'ai l'impression que ça va revenir quand même en marche. Parfois, la vie, c'est un peu de la merde. Et un autre exemple de ce qui était de la merde, c'est ce type de bouton. C'est de la merde. OK, la fameuse petite capsule ici que je me suis rendu compte qui est retirable de l'habitacle, elle aussi, OK, on peut la démonter. Voyez-vous les 4 petits points noirs? C'est comme des espèces de micro-rivets de plastique qui maintiennent ensemble deux pièces de plastique qui, elles, maintiennent ensemble l'assemblage des lamelles. Alors, celle du centre, c'est comme le ground, et celle d'en haut fait un arc avec en haut. Et en haut, complètement ici, il y a une petite pointe qui fait le contact.
comme ceci. Vous comprendrez que j'ai pas eu le choix de l'enlever parce que ça, c'est un des boutons. C'était l'autre bouton qui était fonctionnel. Je l'ai dessoudé et je l'ai rapproché de lui, qui était le non fonctionnel, qui est maintenant fonctionnel. Et que, en taponnant avec lui, je l'ai défonctionnalisé. Parce que je me suis rendu compte que c'est ça. Il faut aller nettoyer, focus, sur, en dessous, du petit truc de métal ici. Il faut aller nettoyer là. C'est là que ça corrode. Je commençais à être vraiment tanné. Ça fait au-dessus d'1 heure là, que je monte et redémonte là, ces petits boutons-là. Lui fonctionne et lui, c'est le fameux bouton qui ne fonctionnait plus. Et voilà. Et voilà. C'est vraiment pas évident, mais voyez-vous, Left L-Thumb, ça fonctionne. OK, on peut réassembler, serrer ça et essayer de faire en sorte que ça arrête de flacoter. Ça a pris quand même beaucoup de patience pour être capable de réassembler la manette parce qu'il faut tenir les boutons en même temps qu'on ferme l'habitacle. Et malgré beaucoup d'énergie, essayer de visser ça le mieux possible pour éviter que ça bouge. Ça bouge toujours autant. Le plastique à l'intérieur est vraiment trop usé. Ça en prendrait des neuves parce que franchement, il y a plusieurs années de vie dure derrière ça. Alors, merde, c'est pas ça là, je voulais montrer si on fait le tour des tests. OK, bon. Alors, Left Thumb, ça marche. L'autre manette, ça marche aussi. Right Fire. La manette ici, ça marche. Manette de gauche, hein? Ah, ça fonctionne. Mais les pitons ici ne fonctionnent pas, ni l'un ni l'autre. Et dans celui-ci, c'est juste le piton de la sonnette illuminée qui marche. L'autre ne marche pas non plus. Alors, j'ai 3 autres pitons. 3 autres à réparer. Commence à être pas mal tanné. Je viens de faire les 2 pitons ici. Et puis, ça marche. It works. Vraiment, vraiment fastidieux, encore une fois. C'est quand même assez long à tout démonter, à remonter, à réassembler. Il me reste ce piton-là à régler. C'est lui qui marche pas. La petite sonnette en dessous, ça c'est correct, mais l'autre marche pas. OK. Vraiment cool quand même, la petite sonnette qui allume sur le 5 volts. C'est sweet. Mais c'est un petit peu moins réactif que cette Switch-là. Tu sais, elle n'est pas fiable, mais au moins quand elle marche bien, elle marche plus rapidement que celle-là. Celle-là, c'est pas faite pour du gros volume. Ah, les amateurs! J'étais en train de souder ça et je me rendais compte que mon bouton ici fonctionnait bien. Je le soude et il ne fonctionne plus. Là, je me demande, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un court-circuit. J'ai un court-circuit entre mon noir et mon rouge ici. Pourquoi j'ai un court-circuit? Parce que le noir, qui est supposé être le ground, est sur le fil du signal du blanc. Alors, quand quelqu'un a mis la sonnette, il s'est trompé. Il a mis le fil du ground sur le blanc alors qu'il devait le mettre sur le noir. Et là, ça faisait en sorte que si je mettais mon noir et mon rouge, ben, ça faisait un court-circuit. Alors, OK, on réajuste ça. OK, alors, ça, on sait que ce piton-là, pour scroller à travers les tests, ça marche. Mais, ce qu'on veut, c'est, OK, left thumb, ça marche. Right thumb, ça marche. Right fire, ça marche. Right left thumb, ça marche. Right left fire, ça marche. Right fire, ça marche. Et right thumb, ça marche. Et up, down, up, down, up, down, up, down. Fuck yeah! Que j'ai passé toute l'après-midi là-dessus. Puis la petite toune de Traction Loop de Street Fighter 3, je suis plus capable! OK, où est-ce que j'en étais hier? J'avais travaillé sur la Vindicators, me semble. J'avais avancé des affaires, j'avais réglé des trucs. Il faudrait un bon nettoyage. Là, par exemple, une affaire que j'ai faite qu'on me dit « Ah non, le Player 2 de la Neo Geo marchait plus. Le Python Start, encore une fois, le Python avait lâché. » Alors, j'ai refait la connexion et j'en ai profité pour, entre autres, installer la nouvelle feuille Plexi. Regardez-moi, c'est clean. Puis, j'ai fait un super ultra ménage dans le menu de 600 quelques jeux. Et j'ai résumé ça à environ juste 90 jeux. J'ai vraiment fait une sélection uniquement de presque juste Neo Geo, Capcom et Konami et ainsi de suite. J'ai essayé de restreindre le truc à vraiment juste des gros hits. Alors, j'ai enlevé tout ce qui était plus obscur et aussi shoot 'em up. Parce que les shoot 'em up, je veux les mettre sur la Klax. Et là, la Klax, l'écran allait bien puis tout. Puis à un moment donné, l'écran est devenu
tout rouge. Je voudrais bien vous le montrer, mais j'ai commencé à déconnecter, puis le connecteur du châssis était vraiment dur à enlever. Alors, je ne vais pas le remettre juste pour le fun. Imaginez-vous un écran rouge, ok? Vous êtes capable d'imaginer du rouge? Rouge. Et là, je suis en train de le déconnecter. Je vais sortir l'écran. Très fort probablement qu'on a un transistor de rouge, de sauter. J'ai pas l'impression que c'est le potentiomètre. Mais en même temps, ça se pourrait que ce soit le potentiomètre. Si on a full de rouge, le potentiomètre n'est pas capable de baisser le drive. C'est peut-être ça, peut-être une connexion de cassée. Qui sait? On le sort, on met ça sur une table et on l'inspecte. Le châssis est retiré, ça serait un excellent candidat à un éventuel cap kit, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alors là, j'ai fait une inspection déjà primaire de la valeur des résistances des potentiomètres. J'ai comparé avec ceux à côté et ils sont en parfait état de marche. Alors, mon prochain suspect est le transistor ici, qui gère tout ce qui est rouge. Alors, je vais le dessouder et je vais dessouder celui-là aussi et je vais comparer leurs valeurs parce qu'on y va comme ça, à la bonne franquette. Et puis, si jamais il est sauté, j'ai pas beaucoup de châssis d'honneur en ce moment. OK, j'ai fait quand même plusieurs avancements hors caméra. Alors, si on se replonge sur notre châssis, qui est un K7009 en passant, Wells Gardner K7009, je suis allé voir le flowchart en ligne et il disait bel et bien que si on a trop ou pas assez d'une couleur, c'est un de ces transistors-là. J'ai retiré et le rouge et le vert. J'ai fait des tests, j'ai fait des comparatifs. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans le transistor qui m'échappe parce que j'ai fait des tests en mode diode comme je le fais normalement avec des transistors de coil, mais je crois que mes connaissances en écran sont beaucoup moindres que celles en termes de transistors de puissance. Alors, il est fort probable que même si je fais des beaux petits tests de multimètre, ça ne me dira pas une lecture adéquate à savoir s'il est brisé ou non. Alors, ce que j'ai fait, c'est je les ai interchangés. Et puis, je vais faire un test de départ, un test de démarrage avec ceux-là. Et si vraiment c'est maintenant le vert que je vais avoir en trop, bien là, je vais savoir que c'est vraiment bel et bien ça. Je vais être confirmé parce que j'ai trouvé un petit châssis d'honneur. Alors, on va faire ce test-là. Puis, je me dis peut-être que c'était une soudure qui était mal faite aussi. Alors, j'ai refait la soudure. Alors, je réinstalle et on teste. Wouhou! Quelle satisfaction! Alors, mon verdict final, c'est pas vraiment tant que le transistor était sauté, mais il y avait vraiment une soudure en dessous du châssis qui était extrêmement frêle. Alors, j'ai refait plusieurs soudures qui semblaient pas mal cassées et je crois que ça l'a aidé à ramener tout ça sur le bon sens. Ça fait que là, vu que j'avais joué avec les potes, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire pour remettre ça comme il faut. C'est drôle, le petit sound de track sound. On écoute la track sound un petit peu. Et sans oublier que tout ça est dû à une extrêmement bonne sonorité d'un speaker complètement défoncé. Alors ça, c'est dans les prochaines to-do. Mais avant ça, OK, ce que j'aimerais faire, tant qu'à être là, c'est mettre le PCB JAMA multijeu pour voir dans quelle orientation ça va être affiché. Et après ça, prendre l'écran et y faire une rotation à 90 degrés et mettre un schmup avec pétard de boulette. Faisons ça dans l'ordre. Et puis maintenant, je sais qu'il faut que je tourne l'écran counterclockwise et que je fasse plein de petits ajustements. Mais j'ai pas le temps de full pin de faire ça là. Alors ça va être demain parce que je veux rajouter aussi un bouton ici et là. Fait qu'on va remettre ça à clax pour ce soir. Je vais partir chercher mon petit loup. Le nombre de fois que vous m'entendez dire ça dans une capsule est effarant. Et puis, quand même, hein? Beaucoup de fixes. C'est vraiment le temps que je fasse une close de capsule. Cette capsule-là doit durer 1h30. Ça vous met de quoi sous la dent parce que je sais que je pose beaucoup moins qu'avant. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos machines. Je rote mon poulet parmigiana à travers tout ça. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien et à bientôt.